Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Destex. Alain Destex est sénateur, député bruxellois et tête de liste de sa propre liste, les listes Destex, à la Chambre. Bonjour. Tout d'abord, une réaction à l'actualité de ce week-end pascal, de cet attentat au Sri Lanka. Un attentat après l'attentat à Christchurch en Nouvelle-Zélande, une ambiance au terrorisme qui ne faiblit pas, malgré la défaite de l'État islamique sur le terrain en Syrie. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est une représaille horrible, comme c'était dit ce matin par le gouvernement sri-lankais. Les identitaires tuent. Deuxième type de réaction, ou un attentat de plus. Quelle est votre réaction? Un attentat islamique de plus, parce que le problème du terrorisme aujourd'hui au niveau mondial, c'est d'abord le terrorisme islamique. Et comme vous l'avez dit, malgré la défaite de Daesh et de l'État d'islamisme, mais aucun pays, absolument personne n'est à l'abri. Et c'est là ce qu'on apprend, c'est qu'apparemment certaines personnes qui fomentaient ces attentats envisageaient ça comme des représailles contre l'attentat contre Christchurch, où là c'était des mosquées qui ont été attaquées. C'est un raisonnement absurde. Écoutez, imaginez qu'on aurait dit après les attentats de Bruxelles ou de Paris, ça, en représailles au fait que la Belgique participe à la coalition contre l'État islamique en Irak. Donc c'est absurde. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la menace terroriste, elle est omniprésente. Une fois de plus, comme d'ailleurs pour la Belgique et d'autres, les services de sécurité avaient été informés, mais on n'en avait pas tiré des bonnes leçons. Et la menace du terrorisme, essentiellement islamique, parce que c'est ça, 99%, il y a au moins un attentat par jour lié à l'islamisme radical, quelque part dans le monde, au Nigeria, au Pakistan, en Europe, aux Philippines. C'est ça la principale menace. Vous niez les attentats suprémacistes blancs, comme on les appelle? Je les ai d'ailleurs immédiatement condamnés sur Twitter dans l'heure qui a suivi. Mais c'est pas aussi important que les autres. Non, parce que, écoutez, soyons clairs, il n'y a pas de mouvement mondial de suprémacistes blancs coordonnés qui agit dans tous les pays du monde. En revanche, il y a une internationale terroriste islamique qui agit partout, des Philippines à l'Europe, au Congo. Il y a eu le premier attentat islamique au Congo, ça n'était jamais arrivé. Traditionnellement, le Congo n'est pas un pays touché par l'islamisme, donc c'est un phénomène mondial. Alors, il y a un mois, Georges d'Allemagne, à cette même place, évoquait Oussama Attar. Oussama Attar, c'est le cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles, sans doute, libéré sur instruction de la Belgique. Voilà ce qu'il disait. La Belgique a contribué à libérer un agent qui, plutôt que de nous protéger, s'est retourné contre la population belge et a été un des grands commanditaires, probablement le coordinateur principal des attentats de Bruxelles et probablement de Paris aussi. Et donc c'est un personnage clé. C'est pour moi un des plus grands scandales d'État qui a été largement mis de côté, qui a été étouffé. Vous vouliez pointer les responsabilités politiques dans cette affaire d'Oussama Attar? Oui, malheureusement, il a raison. Après son interview, j'ai été voir ce qu'il en était réellement. Il y a des questions troublantes, en particulier, qu'on aimerait poser au ministre Reynders. Donc, quelle est la chronologie? En 2008, Attar a été arrêté pour terrorisme. Il est dans une prison irakienne. En 2008, un comité restreint belge, dont fait partie Didier Reynders, décide de demander sa libération pour essayer de le retourner. La libération intervient en 2012, quand Didier Reynders est ministre des Affaires étrangères depuis 9 mois. Donc c'est lui qui participe aux négociations pour faire libérer un terroriste condamné des prisons d'Irak. Une des conditions de la libération de M. Attar, c'est qu'il soit suivi par les services de renseignement et qu'il ne puisse pas voyager. Or, bizarrement, 1 an plus tard, il obtient un passeport, il part en Tunisie, on perd sa trace et on apprend plus tard qu'il est le commanditaire des attentats de Paris et de Bruxelles. Or, la délivrance des passeports en Belgique, c'est une responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Donc, moi, je voudrais qu'on pose quand même quelques questions à M. Reynders, parce que qu'est-ce qu'il savait? Quel a été son rôle? Quelle est la responsabilité politique dans ce que M. d'Allemagne a raison de qualifier de plus grand scandale de l'État belge, probablement depuis l'affaire du Trou? Parce qu'on a contribué
contribué, donc on a remis en liberté quelqu'un qui était sous les verrous, on a perdu le contrôle de cette personne et il s'est avéré qu'elle était l'auteur des attentats les plus meurtriers qu'on ait connus. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que quand je l'ai fait à la suite de cette interview que vous venez de montrer, quand on va voir le rapport de la commission attentat, mais il n'y a strictement rien, ces questions ne sont pas posées. Il y a un moment un député NVA qui pose une question parlementaire écrite à M. Renders et qui dit « Tiens, qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'on a libéré M. Attard ?» Et cette question figure dans le bulletin du Parlement comme étant restée sans réponse. Donc pourquoi est-ce que la commission attentat a voulu étouffer cette histoire? Mon explication, c'est que tout le monde est compromis. Les partis, les socialistes, les libéraux, les sociaux-chrétiens étaient au gouvernement à ce moment-là, donc ont voulu étouffer l'affaire. Et Écolo, à travers Mme Genot, a participé à un comité de soutien avec M. Ekasban et M. Elkanous pour obtenir la libération de ce terroriste. Donc finalement, tout le monde est impliqué et donc on a cherché à étouffer l'affaire. Et je pense qu'il faudrait reprendre cette histoire, poser les bonnes questions à M. Renders et rouvrir une enquête sur pourquoi on a libéré et laissé filer dans la nature le commanditaire des attentats de Bruxelles et de Paris. Alors, Alain Destex, on va quand même parler de votre programme électoral. Absolument. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que finalement, la campagne démarre aujourd'hui véritablement. On vote le 26 mai. Elle a commencé, hein. Voilà. Oui, mais votre programme, vous l'avez sorti il y a quelques jours seulement. C'est un catalogue d'intentions. Alors, non, ce sont des propositions. C'est des intentions de ce que vous comptez faire, bonnes ou mauvaises, c'est selon les avis. Alors, certaines qu'on retrouve dans le programme du MR, comme chez vous, donc la diminution du précompte immobilier, d'autres qui n'y sont pas, par contre, où vous êtes par exemple pour la baisse de la TVA sur l'électricité. Alors, parfois on a un peu de mal à vous situer, et dans ce programme, il y a un peu de tout. Comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut mieux vous positionner? Est-ce que vous êtes de droite assumée, de droite radicale, de droite extrême? Où est-ce que vous vous situez? Nous sommes clairement ce qu'on appelle la droite classique ouverte au centre droit, c'est-à-dire la droite classique telle qu'elle existe en Flandre à travers le VLD ou la NVA et telle qu'elle existe dans tous les pays européens. Donc et qui n'existe pas à Bruxelles et en Wallonie. Ah non, voilà, c'est ça le drame, si vous voulez, c'est que depuis 20 ou 30 ans, le MR et le centre a abandonné le discours politique à la gauche et cherche seulement à être coopté par la gauche. Donc nous recréons un vrai programme de droite classique, sans aucun extrême, sans aucun radicalisme. Rien de différent de ce que vous pouvez trouver en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Alors je sais qu'on cherche à nous caricaturer, mais il n'y a rien d'extrême dans le programme. Et toutes ces propositions, vous pouvez les retrouver sur l'immigration, les finances publiques, les dépenses publiques, l'intégration, les écoles. Vous les retrouvez dans les programmes d'autres partis européens. D'accord. Et votre modèle, c'est cité dans votre programme, c'est plutôt Sarkozy que Charles Michel. Non, mais oui, mais attention, pas d'équivoque. C'est le programme du Sarkozy de 2007. Moi, je considère que Sarkozy a été un très mauvais président, soyons clairs, mais le programme qu'il présentait la première fois aux Français était un bon programme. Alors les modèles, c'est plutôt Churchill et De Gaulle, mais ça c'est une autre, une autre histoire. On n'a pas vraiment de modèle. On a un programme pour les Bruxellois et les Wallons. Alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'il y a un gros chapitre sur la santé. Et dans ce gros chapitre sur la santé, on parle surtout des médecins. Alors, est-ce que c'est votre corporatisme personnel qui a joué? Écoutez, non, parce que... Enfin, oui, peut-être un peu. Je suis médecin, donc je suis sensible au sort des médecins. Et les médecins sont quand même les acteurs principaux de la santé. Donc, il y a aussi des propositions pour les infirmiers et les kinés. Mais c'est vrai, par exemple, qu'entre les médecins et les mutuelles, en particulier la mutuelle socialiste, Solidaris, qui joue un rôle excessif qui dépasse son rôle de mutuelle. Donc nous voulons, par exemple, essayer de diminuer progressivement le rôle des mutuelles, parce que finalement, ce sont les médecins qui font les prestations de santé, et c'est l'INAMI qui paye. Et entre les deux, vous avez ces espèces de monstres que sont la mutuelle chrétienne et la mutuelle socialiste. Donc nous voulons clairement diminuer leur rôle. Entre Solidaris et les médecins, je choisis les médecins. Oui, alors les intermédiaires, comme les syndicats, comme les mutuelles, c'est pas votre tasse de thé. Non.
nous voulons En fait, casser c'est ça, le oui. pouvoir syndical. Et là, nous allons plus loin que tous les autres partis. Donc, nous voulons que les syndicats aient la personnalité juridique, qu'il y ait un service minimum, qu'il y ait la liberté de faire grève, mais aussi la liberté de travailler pour ceux qui le veulent. Et par exemple, qu'il ne puisse plus y avoir de grève sauvage dans les services publics et que la grève soit décidée à bulletin secret par les travailleurs d'une entreprise. Est-ce que Et vous non êtes plus contre aujourd'hui à Est-ce que m'élever vous comme êtes ça. contre le droit de grève? Parce que Pas c'est du quand tout. même chaque fois des mesures pour un peu entamer des morceaux de ce droit de grève. Non, non, absolument pas. Le droit de grève, est un droit absolument fondamental, comme le droit d'avoir la liberté d'aller travailler. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Et le problème du syndicalisme à Bruxelles et en Wallonie, c'est qu'il est beaucoup trop important. Si vous voulez, c'est le syndicalisme le plus puissant du monde. Et oui, nous voulons casser ce pouvoir syndical qui est beaucoup plus grand que dans tous les pays voisins. Alors il y a des idées aussi généreuses qui ont un coût, hein, qui n'est pas nécessairement noté dans votre programme, mais vous n'avez pas pu passer par le bureau du plan parce que votre programme est arrivé plus tard. Mais vous dites il y aura pas de taxes, on ira chercher où le financement de ces dispositions plus généreuses? Alors, comme vous dites, les dispositions généreuses, c'est notamment augmenter les pensions, garantir Oui. des soins Comment de on santé de finance très bonne ça? qualité. Alors, justement, là aussi, nous sommes les seuls à proposer une mesure qui est la réduction de 1% par an pendant 5 ans de toutes les dépenses publiques administratives. Donc, aujourd'hui, en bref, les dépenses publiques en Belgique, c'est 53% du PIB. En Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 44%. Donc, on est 7 points plus haut. Est-ce que les Hollandais et les Allemands ont de moins bonne santé, de moins bons soins de santé ou de moins bonnes pensions? Non, elles sont plutôt meilleures. Donc, il n'y a pas de lien entre les dépenses publiques et la qualité des soins de santé et des pensions. Ça veut dire que l'administration est un gros mammouth en Belgique et qu'il Oui. faut dégraisser le mammouth? Bon, moi je n'aime pas ces expressions parce qu'on ne s'attaque pas du tout aux fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires, il y a de très bons fonctionnaires, donc on ne s'attaque pas Si à la vous fonction enlevez publique. 1%, vous allez quand même enlever des fonctionnaires. Oui, parce que, en particulier à Bruxelles, on va encore plus loin. À Bruxelles, nous proposons la diminution par 2 du nombre de mandataires publics. Ça, c'est pas Donc, des fonctionnaires, ça. non, c'est Ça pas les sont fonctionnaires. des élus. Hein. Mais donc, la fonction publique fonctionnera mieux si elle est moins nombreuse. En ce qui concerne les élus, le monde politique fonctionnera mieux si on a moins d'hommes et de femmes politiques. Je prends un exemple concret. Nous voulons diminuer par 2 le nombre d'échevins. Par exemple, à la ville de Bruxelles, vous avez un bourgmestre, 10 échevins et un président du CPS. Ça fait un collège de 12. Et bien là, avec nous, ce sera un bourgmestre, 4 échevins, donc un collège de 5. Et vous Dans toutes verrez, les communes, hein, c'est ça. dans en fait, toutes les communes. Donc, quel que Petit soit. ou grand. Voilà, et nous proposons 20 conseillers par commune. Donc, au lieu d'avoir presque 1000 conseillers communaux à Bruxelles, on en toute aura la moins région, de 400, ça fait quand même beaucoup. Au lieu d'avoir 180 échevins, bourgmestre, président du CPS, on en aurait donc moins de 100. Et de même qu'on aurait 50 parlementaires bruxellois au lieu de 89. Et vous verrez, C'est un ça dégraissage, hein. fonctionnera mieux. Merci Alain de Stex. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer pour l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.